Merci d'abord d'être là si nombreux, et puis de l'invitation que j'ai eue. Moi, je suis très touchée qu'on vienne me solliciter pour parler d'autisme. Bon, je fais ça depuis 30 ans, à vrai dire, je commence à avoir l'habitude. Je suis parfois un peu désespérée de voir que les choses avancent pas forcément à l'allure à laquelle je le souhaiterais. Mais je sais que vous êtes tous engagés et je crois beaucoup maintenant à l'investissement de terrain, pas forcément à ce qui vient de là-haut des politiques, parce que j'en suis un peu déçue. Mais je vois que sur le terrain, il y a de plus en plus de professionnels engagés auprès des familles. Et je me dis que le changement, il viendra de là. Donc voilà comment j'ai construit ce que je vais expliquer pendant 3/4 d'heure. Alors en fait, je vais intervenir une deuxième fois après, mais plus sur les adultes. Il y a déjà eu 3 plans et une stratégie. C'est toujours le même discours. On va changer la donne. C'est le discours officiel de la stratégie, mais c'était déjà la même chose dans le plan 1, le plan 2, le plan 3. Donc il y a eu des avancées. Chaque plan entraîne un certain nombre d'avancées, donc c'est sur ce plan-là positif, pas forcément celle qu'on aurait souhaité, et en tout cas pas du tout à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité, mais il y a quand même des avancées. Les objectifs de la stratégie, et puis surtout, je finirai avec les grosses failles. Nous avons été globalement extrêmement déçus de la stratégie autisme telle qu'elle a été pensée et réalisée, même si à l'intérieur de cette stratégie, il y a aussi, comme à chaque fois qu'il y a un plan, des avancées. Donc le discours sur le changement, eh bien, il est ancien, il n'est pas venu de la stratégie, il est né en fait à partir de 2005, ce qui fait quand même tardif par rapport à d'autres pays où on a pris à bras-le-corps le problème de l'autisme depuis très très longtemps, enfin au moins 30 ans de plus. Donc le retard français a toujours été phénoménal, il reste encore phénoménal, parce que quand on s'y prend trop tard pour faire quelque chose qu'on aurait dû faire depuis 40 ans, forcément, cela fait quelques dégâts et c'est compliqué à réaliser. Donc il y avait eu, à partir de 1995, et je remercierai ici Simone Veil, cette grande dame, une première circulaire autisme qui prenait la mesure du problème et essayait de suggérer de se mettre au travail, voilà, enfin, c'est ce que disait Simone Veil. Sauf qu'entre 1995 et 2005, il ne s'est pas passé grand-chose, pour dire rien. Et Autisme France, qui a été partie prenante dès le départ, qui avait sollicité Madame Simone Veil sur ce sujet, est restée très longtemps toute seule. Et il a fallu attendre 2005 pour qu'il y ait de réels changements dans l'autisme. Donc vous mesurez à quel point on vient de loin et à quel point ça a été compliqué d'obtenir quelque chose. Comment on a fait ? Il a fallu se faire condamner par le Conseil de l'Europe, figurez-vous. Donc, Autisme France s'est fait relayer par Autisme Europe. Quand on va porter plainte auprès du Conseil de l'Europe, il faut se faire relayer par une association européenne, c'est la règle. Donc, c'est Autisme Europe qui est monté au créneau à notre place, avec la présidente de l'association Autisme France de l'époque, qui était avocate. Donc, c'est en tant qu'avocate qu'elle est allée à Autisme Europe porter le débat sur l'autisme. Et la France s'est fait condamner en 2004 pour violation de la Charte sociale européenne, défaut de diagnostic, discrimination à l'égard des personnes autistes dans l'accès à la scolarisation et à la formation professionnelle. Et le comble, c'est que cela s'est reproduit 7 fois de suite. On en est à la 8e en cours, dont il y a gros à parier qu'elle va se terminer comme les 7 premières, par la même condamnation du Conseil de l'Europe pour discrimination à l'égard des personnes autistes, défaut de diagnostic, défaut de scolarisation, défaut de formation professionnelle. Mine de rien, cela a créé une espèce d'électrochoc. C'est-à-dire que la France s'est quand même pris une claque. Alors c'est une claque qui ne coûte pas cher, le Conseil de l'Europe n'organise pas de sanctions financières, parce que peut-être que ça aurait été utile et efficace. Mais quand même, ça a été une claque. Et donc, à partir de 2005, les choses ont commencé timidement à changer. Et les engagements qui n'avaient pas été tenus depuis 1995 ont commencé à être tenus. C'était bien la première fois, mais il a fallu quand même 20 ans entre la première démarche de Simone Veil et le fait qu'on puisse obtenir des avancées. C'est ainsi qu'est né le premier plan autisme. Donc on en a connu 3, la stratégie autisme n'étant pas un plan. Nous, on avait demandé, bien entendu, un plan 4 qu'on n'a jamais obtenu.
Le plan 1, 2005-2007. Il n'y a pas grand-chose dedans, à vrai dire. Hein. Voilà, c'était symbolique. C'était surtout pour dire qu'on faisait quelque chose. Donc, il y a eu des créations de places, comme on dit. J'ai horreur de ce mot, mais enfin, bon, c'est le mot technique, toujours en usage. Et puis, la naissance des centres de ressources autisme. Ça a été une avancée majeure. Il y en a maintenant 26. Et c'est quand même si beaucoup de centres de ressources autisme ne fonctionnent pas très bien, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas les moyens de fonctionner correctement, c'est quand même une avancée majeure d'avoir pensé qu'il fallait créer des lieux ressources d'abord pour le diagnostic, pour l'information, pour la formation à l'autisme. Donc ils ont été très très mal perçus par les services de psychiatrie, qui ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ça? On nous enlève l'autisme, quelle honte !» Donc ça ne s'est pas très bien passé sur le territoire, mais les centres de ressources autisme ont tenu bon et se sont développés. Les premiers qui existaient à titre expérimental ont continué leur existence. Le plan 2, 2008-2010, vous noterez que chaque fois il y a un an de vide, où il ne se passe rien, et il faut que les associations protestent pour qu'on passe au plan suivant. Toujours des créations de places pour enfants et pour adultes, et enfin des avancées significatives. L'annonce d'un état des connaissances sur l'autisme, parce que figurez-vous qu'on n'en avait pas. Et l'annonce de recommandations de bonnes pratiques, parce que figurez-vous qu'on n'en avait pas non plus. Donc c'est né du plan Autisme 2, 2008-2010, c'est là que ces engagements ont été pris. Bon, ils n'ont pas été tenus tout de suite. Les recommandations de bonnes pratiques pour enfants et adolescents, c'est 2012, comme vous le savez sans doute, et donc c'était pas 2010. Mais c'était quand même une avancée du plan Autisme 2. De même, l'état des connaissances sur l'autisme, c'est janvier 2010, donc ça, c'est rentré péniblement dans le plan Autisme 2, et ça a été une avancée majeure parce que c'est la première fois qu'on y dit que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Voilà, c'est écrit, c'est pas de moi, c'est de la Haute Autorité de Santé, en janvier 2010, quand même, notons-le, janvier 2010, et on y dit aussi, une phrase tout aussi essentielle, les caractéristiques psychologiques des familles n'entrent absolument pas en ligne de compte dans l'autisme. C'est écrit, et c'est pas de nous, c'est pas des usagers, c'est de la Haute Autorité de Santé. Donc il faut toujours revenir à ce texte-là, qui aurait dû être actualisé et qui ne l'a pas été, évidemment, on est en France, faut pas rêver, mais qui quand même a donné ces 2 points de repère-là fondamentaux dès janvier 2010. On ne peut pas dire que ça ait créé un électrochoc, mais je veux dire, nous, on peut s'y adosser fortement. Le plan Autisme 3, alors là, vous notez, il y avait 2 ans de vide, entre 2010 et 2012, rien. Donc, quand on est dans la galère, 2 ans de plus de galère, où il ne se passe rien. C'est un grand classique, chaque plan, ça se termine de la même manière. Des créations de places, et alors, bizarrerie, pardon, c'est mon timer personnel, des créations de places aux bizarreries qui n'ont toujours pas été mises en œuvre en 2022. Il en reste. Il y a des fonds du plan Autisme 3 qui n'ont toujours pas été utilisés. Par exemple, des fonds pour des SAMSA, des services d'accompagnement à domicile pour des adultes autistes, parce qu'il faut un cofinancement du conseil départemental et que les conseils départementaux ont refusé. Alors, comme on est en France et qu'on ne peut rien faire de manière simple, il aurait été judicieux de modifier le Code de l'action sociale et des familles pour prévoir que les SAMSA puissent être financés uniquement par les agences régionales de santé. Vous voyez, c'est simple, c'est une idée simple. Elle a été suggérée par un membre de la délégation autisme. Eh bien, ça ne s'est pas fait. Parce que la Direction générale de la cohésion sociale a dit qu'on ne touchait pas au Code de l'action sociale et des familles. Donc, pas de place de SAMSA. On est en France, il ne faut pas rêver, c'est toujours comme ça. Le plan Autisme 3, c'est aussi la naissance des UEMA. Alors, on ne l'avait pas demandé, à vrai dire, parce qu'on ne trouvait pas ça très inclusif. Ce n'est pas forcément d'ailleurs toujours très inclusif, mais quand même, c'est une véritable avancée de comprendre qu'il faut associer le fonctionnement pédagogique particulier qui doit être adapté à des enfants de maternelle et puis le soutien éducatif qui doit être mis en œuvre de manière intensive pour que les enfants fassent des progrès. Sur ce plan-là, c'est plutôt une réussite. Alors les UEMA ne se valent pas, je ne vous apprends rien, mais quand même, c'est une réussite. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été menés dans le cadre du plan 3, dont on n'a jamais vu la couleur, parce qu'ils ont été abandonnés en 2016, et que le quinquennat suivant a fait comme s'ils n'avaient pas existé. Bon, c'est une tristesse pour moi, donc je les mentionne au passage. Il y a eu des travaux sur l'aide sociale à l'enfance, passé à la trappe. Un site officiel, autisme.gouv.fr, il faut être gonflé pour le supprimer, ils ont osé.
La certification autisme, alors on a obtenu à la place un certificat national d'intervention en autisme, c'est mieux que rien, mais c'est pas ce qu'on avait demandé. On avait demandé une certification, mais il aurait fallu trouver un ministère assez courageux ou une administration centrale assez courageuse pour le porter, ils ont refusé. Et puis les audits des hôpitaux de jour qui avaient timidement commencé et qui sont passés à la trappe. En 2012, cependant, sont sorties les recommandations de bonnes pratiques pour les enfants et adolescents. Ça, c'est un vrai miracle. Alors, c'est pas tout à fait aux normes, on aurait pu faire un peu mieux, mais par rapport à l'endroit d'où on venait, c'était quand même miraculeux. Moi, j'y ai participé pendant 20 mois, je sais pas, les recommandations HAS, c'est 9 mois. 20 mois pour arriver au bout, dans une ambiance indescriptible, où j'en ai pris la pleine figure, avec une violence absolument invraisemblable. J'étais toute seule pour représenter les usagers, donc je ne vous dis pas ce que j'ai ramassé pendant la constitution de ces recommandations. Après, qu'est-ce que vous voulez? On a l'habitude, vous faites pareil, vous résistez, vous attendez que ça passe, et surtout, vous ne cédez à rien. Voilà, parce que moi, j'ai subi des menaces, alors du genre, mais enfin, Madame Langlois, il y a le lobby de la psychanalyse. Si vous n'acceptez pas que la psychanalyse reste, ces gens-là, ils sont tout puissants, ils vont se venger. C'est quand même pas ce que vous voulez, Madame Langlois. Voilà. Je ne vais pas céder. Il ne faut jamais céder. Donc ces recommandations ont 3 parties fondamentales que souvent tout le monde ignore parce que qui c'est qui les a lues, c'est pas une critique. Qui c'est qui va lire 80 pages indigestes présentées de manière non pédagogique et qui n'ont jamais fait l'objet du moindre suivi ou de la moindre élaboration pédagogique commune pour qu'on puisse se les approprier. Donc l'ancienne enseignante que je suis comprend parfaitement que c'est indigeste. La place des familles, ça commence par là. On s'appuie sur ce que disent les familles. Voilà, c'est le b.a.-ba, on commence par là. On évalue les besoins des enfants et des adolescents, parce que sinon, c'est pas la peine de chercher à intervenir de quelque manière que ce soit. On commence par là, c'est la base. Et après seulement, on définit les interventions qui vont être nécessaires. On s'est tous battus pour que ça s'appelle intervention. Intervention, ça veut dire on intervient, on ne reste pas sans rien faire. C'est ça qui est fondamental. Et on l'a gardé pour les adultes. Ça s'appelle aussi intervention. Il faut intervenir en autisme. On n'est pas là pour faire dans le lien, l'humain, j'ai rien contre, mais je veux dire, il faut intervenir avec des compétences techniques particulières. Parce que sinon, on va droit dans le mur et on est maltraitant, même si on ne le fait pas exprès, qu'on ne le souhaite pas. On le devient, parce qu'on ne répond pas aux besoins des personnes. Les objectifs de la stratégie autisme, la recherche. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose, je dirais que c'est un acquis, quand même, parce qu'on y a mis infiniment plus d'argent que dans le 3e plan autisme, où il y avait juste quelques miettes, et où d'ailleurs il ne s'est rien passé. Donc là, la stratégie a essayé de structurer la recherche en autisme, avec des équipes internationales, je veux dire les Français qui y travaillent, eux, le font avec des équipes internationales. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Le seul reproche que je ferais, c'est que je rappelle chaque fois que la recherche, si elle n'est pas appuyée sur l'objectif précis d'améliorer la qualité de vie des personnes et des familles, ça n'a pas un grand intérêt évident pour les familles. Nous, on comprend qu'il puisse y avoir des recherches à moyen terme ou à long terme, mais je veux dire, c'est notre vie personnelle quand même qui est prioritaire. Et nos enfants, nous voulons qu'ils puissent vivre avec l'autisme de manière la plus simple possible, la plus confortable possible, et surtout la plus autonome possible. Le reste, c'est pas tout à fait notre cœur de métier. Donc ça, il y a encore à dire sur ce plan-là. Mais j'en parlerai pour les adultes parce que ça me tient à cœur. Il y a eu les fameuses PCO. Alors il y en a qui ont mis ça à l'envers, qui appellent ça les POC. Bon, je crois qu'ici on dit POC. Normalement c'est PCO. Enfin bon, peu importe, ça n'a aucun intérêt. Que nous n'avons pas non plus demandé, parce que l'objectif, c'est de faire du repérage de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. J'ai rien contre, mais l'autisme, là-dedans, il est passé à la trappe. Tellement passé à la trappe que quand je demande chaque fois, invariablement, moi je suis têtue, vous savez, je demande toujours la même chose. Bon, alors il y a combien d'enfants diagnostiqués dans les PCO? Vous avez des chiffres? J'ai pas de réponse. Donc je peux pas dire combien il y en a, je sais qu'il y en a, voilà, il y en a qui font très bien leur travail, mais il n'y a pas de chiffres nationaux. Donc il faut quand même qu'on m'explique à quoi servent les PCO si au bout, on n'est pas capable de dire combien d'enfants on a diagnostiqués, que ce soit dans le champ du TSA ou des autres troubles du neurodéveloppement. C'est quand même invraisemblable qu'on en soit là. Il y a eu aussi le triplement des UMA. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise mesure, c'est une excellente mesure.
qui a coûté cher, hein, donc c'est bien, c'est positif, je ne peux pas dire le contraire. On a essayé d'ouvrir des UEA dans la foulée. Alors là, ça s'est un peu gâté, parce qu'on n'y a pas mis le même argent que pour les UEMA. Et donc ces UEA pour l'école élémentaire, hein, après l'école maternelle, restent en deçà des attentes des familles parce qu'elles sont sous-dotées. Le principe est bon, mais je veux dire, il faudrait pouvoir y mettre les mêmes moyens pour des enfants qui n'ont pas fait en 3 ans des acquis suffisamment significatifs pour pouvoir se retrouver en milieu ordinaire avec un AESH, pas formé, entre parenthèses, souvent, la plupart du temps. Donc ça ne peut pas être ça la réponse. Le problème est compris, je pense. Mais après, il faut y mettre les moyens et puis considérer que ce n'est pas parce qu'on a fait 3 ans d'UEMA qu'on va rejoindre le milieu ordinaire comme ça, sans casse, et que, voilà, on est bon pour le service, on va rentrer dans le rang et devenir invisible. Non, quoi, ça se saurait si c'était comme ça. Donc là, il y a eu une erreur d'appréciation qui était déjà dans le plan Autisme 3, d'ailleurs. Je me souviens, moi, de l'échange avec Madame Carlotti et Madame Neuville, je leur avais dit, mais la suite des UEMA. Et on m'avait répondu, enfin, Madame Langlois, on ne va pas créer une filière. Je dis, mais c'est pas ça le problème. On ne vous demande pas de créer de filière. Je dis, que vont devenir les enfants au sortir des UEMA? Et la réponse, naïve, ils seront au CP, comme tout le monde. Oui, non, quoi, ça ne fonctionne pas comme ça. On avait demandé des GEM, on les a obtenus. Ça aussi, c'est une avancée de la stratégie, même si le cahier des charges n'est pas adapté à l'autisme, et donc c'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas pu l'améliorer, et surtout qu'on n'ait pas adapté les financements aux besoins des GEM autisme. Quand il n'y a rien sur un territoire, c'est le GEM qui se trouve au cœur, finalement, de la réponse qu'on peut accorder à un certain nombre d'adultes. Et donc, le GEM, il se retrouve parfois à faire des tâches, à accomplir des missions qui ne sont pas les siennes. Simplement, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à côté sur le territoire. Donc on aurait dû y penser en amont et voir comment on pouvait les doter un peu davantage. Je l'avais demandé, bien entendu, mais bon, ce qu'on demande et ce qu'on a, vous savez bien que ça fait deux, surtout dans la stratégie autisme. Et puis, il y a des unités résidentielles autisme pour les adultes qui sont les plus dépendants et qui ont besoin d'accompagnement 24 heures sur 24 avec des plateaux techniques solidement constitués. Elles sont dotées de manière très spectaculaire, 211 000 € la place, c'est du jamais vu. On espère simplement que ces petites unités, pour 3, éventuellement 2 fois 3, elles seront données aux gestionnaires qui sont capables de les assumer, qui ont de vraies compétences en autisme et qui ne vont pas faire n'importe quoi, au motif qu'en touchant 211 000 € la place, effectivement, on a les moyens de faire bien, mais encore faut-il avoir les compétences pour faire bien. Et la première unité qui a ouverte nous a un peu refroidi, enfin surtout moi. Donc je garde tout ça pour après. Ça concerne les adultes. Les grosses failles actuelles de la politique de l'autisme, il y en a pas mal. Le diagnostic, ça reste le parent pauvre. On a beau dire, alors quand je dis que 50% des enfants et 90% des adultes n'ont pas de diagnostic, personne ne me contredit. Et pour cause, j'ai forcément raison. Alors l'éducation nationale trouve en gros 45 000 enfants dans la scolarisation dite ordinaire, ce qui inclut les UMA, les UEA par exemple, et puis 5 000 enfants qui sont scolarisés dans le champ médico-social. Alors déjà, on ne vous dit pas s'ils sont scolarisés 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, une demi-journée, on ne sait pas, il n'y a pas de statistiques. Il doit y en avoir, mais on ne les rend pas publiques parce que ça serait un peu honteux. Donc en fait, on ne sait absolument pas comment ces enfants autistes sont scolarisés. Donc en additionnant les deux, ça fait 50 000 €. 50 000 enfants, pardon. 50 000 enfants autistes. Alors chaque fois, je dis gentiment à l'éducation nationale, ça va pas ça, il en manque la moitié. Il y a potentiellement, parce que comme on n'a pas d'études épidémiologiques en France, on ne sait pas où sont les personnes autistes. Donc potentiellement, il y a 100 000 enfants de moins de 18 ans. 100 000 enfants autistes. Donc il en manque la moitié. Réponse d'éducation nationale, on n'y est pour rien s'ils ne sont pas diagnostiqués. C'est exact. Il en manque quand même la moitié. Donc où sont les 50 000 autres ? Je ne sais pas. Vraisemblablement à l'éducation nationale, pour une large partie d'entre eux, mais sans aucun diagnostic, bien sûr, sans aucun soutien éducatif, ça va de soi. Donc pour les adultes, c'est encore pire, puisqu'il manque des équipes diagnostiques solides pour pouvoir répondre à la demande. Il y a une très forte demande, mais il y a très peu de réponses, et les délais d'attente sont très très longs. Ils sont déjà longs pour les enfants, c'est très compliqué, mais alors pour les adultes, c'est carrément dramatique, parce qu'il n'y a pas de psychiatre formé à l'autisme,
Eux, ils ne sont pas idéologisés pour les adultes. C'est pas comme pour les enfants où on continue encore à vous soumettre à la psychanalyse dans beaucoup d'endroits. Les psychiatres pour adultes ne sont pas idéologisés. Simplement, ils n'ont pas de compétences en autisme et ils le reconnaissent bien volontiers. Et donc, on n'a pas du tout avancé sur ce chantier-là, qui est resté le parent pauvre, là encore, de la stratégie autisme. L'épidémiologie, voilà, franchement, de ne pas savoir où sont les personnes autistes. Dans un très très grand nombre de pays qui parfois ont un PIB 50 fois inférieur au nôtre, il y a une étude épidémiologique aux normes. Voilà, en France, il n'y en a pas. Donc ça, c'est une honte nationale, donc je ne peux pas dire autre chose, que c'est inacceptable qu'on en soit encore là en 2022. Et rien n'est prévu, on ne peut pas dire, voilà, on va y aller, non, on n'y va pas. Donc dans les pays normaux, on va dans les écoles, entre 6 et 8 ans, les enfants qui ont entre 6 et 8 ans, et on fait du repérage systématique. C'est comme ça qu'on mène une étude épidémiologique. Le jour où l'éducation nationale acceptera ça, je pense que je serai morte depuis bien longtemps, mais c'est quand même comme ça qu'on fait dans les pays normaux, voilà, et ça permettrait de faire avancer la situation. Je me souviendrai toute ma vie de l'ancienne directrice de l'autonomie de mon ARS au Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait essayé de faire du repérage, comme l'avait fait l'ARS Bretagne, où sont les personnes autistes. Alors pour les enfants, elle s'était pas trop mal débrouillée. Puis alors pour les adultes, elle revient vers nous, le visage défait. Rassurez-moi, les adultes autistes, ils sont bien quelque part. Ben oui, madame, ils sont forcément quelque part. Mais où? Alors là, c'est un grand mystère. Voilà, on en est toujours là, on n'a pas avancé là-dessus. Le poids du vocabulaire, détestable, déficience intellectuelle. Mais quand est-ce qu'on va rayer ça du vocabulaire? Ça date de 1980, je l'expliquerai pour les adultes tout à l'heure. 1980, voilà, on est en 2022, peut-être qu'on pourrait avancer. Donc maintenant, on parle de troubles du développement intellectuel, et c'est un trouble du neurodéveloppement, comme les autres, souvent associé à l'autisme. Les classifications mal connues, DSM-5, il y en a, ça leur passe complètement au-dessus. Ne parlons pas de la CIM 11, qui vient juste de sortir en français depuis un mois et demi, et qui doit faire l'objet d'une appropriation. Le poids des agréments administratifs, parce qu'on en est resté à la fameuse DI, déficience intellectuelle. Donc les adultes, souvent, ils sont dans des établissements généralistes pour déficience intellectuelle, alors qu'ils sont autistes. Des outils nationaux complètement obsolètes, par exemple le guide barème, c'est d'un autre siècle, voilà. Ça fait 30 ans qu'on demande qu'on le refasse. Vous avez le choix pour demander une carte d'invalidité, par exemple, si vous êtes personne concernée, entre rentrer dans les troubles cognitifs et intellectuels, c'est pas forcément ça l'autisme, et puis les fameuses déficiences du psychisme. Alors là, si vous savez ce que c'est, vous êtes très fort, parce que moi, j'ai jamais compris. Le G20, donc ça, c'est un outil CNSA. C'est un guide d'évaluation des besoins des personnes. Pareil, pas du tout adapté à l'autisme, dit d'ailleurs à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Nous, on a fait à Autisme France, en partenariat avec la MDPH 64, un GEVA adapté à l'autisme. On a rajouté des items, tout simplement. On n'a pas démoli, ça ne sert à rien, on a rajouté des items. Alors ça circule de MDPH en MDPH, figurez-vous, c'est assez extraordinaire, de manière horizontale, mais la CNSA n'en a jamais voulu. La méconnaissance du vocabulaire international du handicap, je le réexpliquerai pour les adultes. En anglais, on dit « disability ». On traduit ça par handicap, faute de mieux, quoi, mais parce qu'on n'a pas l'équivalent en français. Disability, ça veut simplement dire ce qui entrave la capacité à faire. Ce serait absolument extraordinaire de se pencher sur la question. Qu'est-ce qui entrave des personnes autistes, enfants ou adultes, dans leur capacité à faire quelque chose? Et qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Ça serait mieux de partir dans ce sens-là, plutôt que de dire les pauvres, ils ont une déficience. La formation à l'autisme, toujours pas de contrôle. Puis on peut toujours continuer en France à enseigner n'importe quoi sur l'autisme. Alors ça se réduit, il y a des gens qui font ça très bien, heureusement, mais il y en a quand même beaucoup qui continuent à enseigner n'importe quoi. La fragilité du certificat national d'intervention en autisme, ce n'est pas une certification, c'est un certificat. Donc ceux qui le portent et qui l'enseignent, pour le moment, ne sont pas contrôlés. Alors j'espère qu'ils le font tous bien, je ne peux rien dire d'autre, mais c'est pas normal. Les formations, elles doivent être contrôlées et elles doivent correspondre aux critères pour lesquels elles ont été conçues. Et on doit vérifier que les intervenants sont aux normes et qu'ils ne racontent pas n'importe quoi quand ils sont en face d'un public qu'ils doivent former à l'autisme. L'absence de contrôle de l'utilisation de l'argent public. Il y a heureusement de plus en plus d'établissements et services qui essayent de faire leur travail du mieux possible, avec des dotations souvent très insuffisantes. Mais il y en a aussi qui continuent à faire n'importe quoi. On le voit dans la certification en néo, où il y en a qui ne sont pas du tout aux normes et qui devraient être fermés, carrément. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Il y a un moment où il faut regarder les choses en face.
C'est l'article, je ne me souviens plus lequel, 17, je crois, de notre Constitution. Le contribuable, il a le droit de demander un droit de regard sur l'utilisation de l'argent public. Ben voilà, moi, en tant que citoyenne, je demande un droit de regard sur l'utilisation de l'argent public dans l'autisme. La Cour des comptes avait quand même trouvé 7 milliards en 2017 utilisés dans l'autisme. 7 milliards. Ben moi, j'aurais bien aimé savoir à quoi servent ces 7 milliards et si ces 7 milliards, ils sont toujours au service des besoins des personnes, parce que j'ai des doutes. L'absence de courage politique pour rendre opposables les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Chaque fois, on nous dit c'est pas possible, c'est pas opposable. En soi, non. Mais je veux dire, politiquement, oui. On peut très bien, dans le cadre d'une loi, d'un décret, rendre opposables les recommandations. Ça ferait taire, une bonne fois pour toutes, tout ce qu'on entend régulièrement sur « Ah mais oui, mais c'est pas opposable, ah ben oui, mais on peut faire autrement ». Non, on peut pas faire autrement. C'est pas une option. C'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on les construit, premièrement, avec des scientifiques, deuxièmement, avec des professionnels de terrain qui donnent leur expertise, et troisièmement, avec les usagers. C'est un trépied. Voilà, c'est un consensus entre ces trois membres-là. Donc c'est pas acceptable que ça soit laissé après à la libre participation de chacun, qui fait ou qui fait pas. Donc il y en a qui ont compris qu'il fallait faire, que c'était un devoir, parce qu'on répond aux besoins des personnes, et surtout c'est un devoir aussi de professionnel. On est fier quand on est professionnel de répondre aux besoins et de faire progresser les enfants, adolescents et adultes de manière significative. Voilà, c'est aussi pour les professionnels une reconnaissance de leur travail et de leurs compétences, leur donner les outils pour bien faire leur travail. La qualité de vie au travail du professionnel, c'est tout aussi important que la qualité de vie de la personne autiste, là où elle est, qu'elle soit enfant ou adulte. Je vais juste parler de ça. Les obstacles fondamentaux pour les adultes. C'est passer à l'âge adulte sans représentation de ce qu'est la transition. Quand on est non-autiste, le problème ne se pose pas. L'adolescence, c'est je ne sais pas comment dire, c'est une espèce de mythologie collective. Et ça se construit collectivement, c'est une culture adolescente. Et on la partage dans les collèges et les lycées, entre adolescents. C'est de cette façon-là que se fait la transition. Pour un adolescent autiste, ça n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de représentation de ce que c'est que l'adolescence, et puis de ce que ça peut être comme transition. Donc si on ne l'aide pas, c'est sûr qu'il ne va pas y arriver. Le problème de la représentation, c'est un problème majeur dans l'autisme. J'en parlerai aussi un petit peu pour les adultes, en particulier pour la différence entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose que les personnes autistes ne comprennent pas. Pourquoi il y a deux genres? Pourquoi ça peut bien servir? Pourquoi qu'il y ait deux sexes? C'est une chose. Mais deux genres. C'est quoi l'intérêt de cette distinction? Pour moi, fondamentalement, elle n'en a strictement aucune. Donc c'est une grande difficulté des personnes autistes d'essayer de s'approprier les représentations des personnes non autistes, qui sont des représentations culturelles acquises, dont les autres s'imprègnent spontanément et dont les personnes autistes ne s'imprègnent pas, parce que leur cerveau n'est pas fait pour ça. Ne pas avoir obtenu tôt un diagnostic d'autisme et les services d'intervention nécessaires. Donc beaucoup d'adultes sont dans des situations dramatiques parce qu'ils n'ont pas de diagnostic ou l'ont eu très tardivement et n'ont jamais été aidés au moment où ils auraient dû être aidés. Ne pas trouver de professionnels ni d'aide, c'est tellement rare. Donc il y a maintenant de plus en plus de professionnels en libéral, qui sont souvent de bons professionnels, qui s'installent en libéral. Mais encore faut-il trouver le financement pour y arriver. Beaucoup d'adultes n'ont pas un sou, et donc sont bien incapables de financer eux-mêmes l'aide qu'ils pourraient trouver par ce biais-là. Buter sur ces difficultés sans comprendre ni pouvoir s'adapter, c'est un problème de fond, ça, des adultes. Ne pas comprendre pourquoi on est différent, pourquoi on se fait jeter de partout, et pourquoi personne ne vous tend la main, alors que parfois il y a des difficultés qu'on pourrait résoudre de manière plus ou moins simple. Mais la culture en France de la différence reste encore tout à fait anecdotique. L'accompagnement au travail et au logement qui manque cruellement. Moi, j'ai monté un projet de logement accompagné, pas seulement pour mon fils, moi je l'ai fait, il y en a 6 qui vont vivre ensemble. Ça m'a pris 12 ans de ma vie quand même. Ça me paraît difficilement supportable de devoir attendre 12 ans pour voir émerger quelque chose de basique. Comment on fait pour rendre autonome un adulte autiste dans son logement? Enfin, je veux dire, voilà, quoi. C'est pas, j'ai pas fait de révolution, J'ai simplement posé un problème de base. 12 ans pour trouver une réponse. Et un financement, évidemment, qui va avec. Et puis la faiblesse de la recherche participative. Ça, je l'expliquerai plus pour les adultes. La méconnaissance des recommandations de bonne pratique, il y en a aussi pour les adultes. Alors celles-là, elles sont complètement passées à la trappe. Personne ne les connaît. L'abandon des adultes dans tous les plans. Alors ça ne compte pas. Les enfants, c'est plus mignon. Donc on va investir dans les enfants. C'est plus vendable. C'est plus médiatique.
Et puis on prend le problème par le bon bout, ce qui est exact. Il faut commencer par mettre le paquet sur les enfants. Oui, mais on ne l'a pas fait. L'intervention précoce, il n'y en a pas en France. Il y a les PCO, d'accord, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais après, il n'y a rien. Il y a très peu de services d'intervention précoce ou d'unités d'Enver, enfin de quelque chose qui ressemblerait à de l'intervention précoce à partir de 18 mois. Ce maillon-là n'existe pas, malheureusement. Mais les adultes, eux, ils n'ont carrément rien. L'absence de plan de création, de solutions de réponse diverses, voilà, les besoins sont divers, donc les réponses doivent être diverses, ça n'a pas été fait. La stratégie autisme, il n'y a pas un centime pour les plus vulnérables, rien, zéro, pas un centime. Quand je proteste, on me dit « Ah, mais maintenant, on n'ouvre plus d'établissement. C'est fini, ça. Hein. L'ONU nous a taclés, donc non, on n'ouvre plus d'établissement. Maintenant, c'est habitat inclusif. » Alors, habitat inclusif, ça veut dire que la personne, elle paye son loyer. Moi, j'ai rien contre, hein, si on l'aide à payer le loyer. Et on lui paye un animateur socioculturel. J'ai rien contre non plus. Mais je veux dire, ils les ont vus, nos enfants devenus adultes. Ils vont aller vivre comme ça avec un animateur socioculturel pour toute réponse. C'est pas sérieux. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. La plaie de la Belgique, il y a toujours des adultes, leurs parents, qui demandent comment aller en Belgique, parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais ça n'a pas empêché notre cher ministre de dire que maintenant, ah non, c'est fini la Belgique, c'est plus possible, on ne peut pas aller en Belgique. Non, c'est fini. On va avoir un plan, il n'y a pas eu de plan. Donc on a fermé les places que la France payait en Belgique pour mettre à la place rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'ouverture des places qu'on finance en Belgique, en France. On ne l'a pas fait. Donc il y a toujours autant de demandes et pas d'offres. Et la maltraitance des plus vulnérables. Ça, je vais vous après. Je crois que je vais peut-être m'arrêter là pour cette fois-ci. Et puis je finirai après sur les adultes, parce que c'est mon souci principal, c'est le souci principal de toutes les associations. Le fait que quand on est un enfant adulte, un enfant autiste, on devient obligatoirement un adulte autiste. Et en France, on ne l'a jamais anticipé. À force d'avoir indéfiniment craché sur les familles en leur disant que c'était de leur faute et qu'il suffisait de redresser les parents, en particulier les mères, pour que les enfants ne soient plus autistes, eh bien on a loupé le coche. Alors dans d'autres pays, il y a beaucoup de difficultés aussi pour les autistes, même au Canada. Mais alors en France, c'est dramatique, quoi. C'est dramatique, parce qu'on n'a jamais pensé le problème depuis le départ. Donc je pense qu'il serait très important que s'il y ait un 5e plan, je ne sais pas quoi, je ne sais rien, je ne sais pas trop ce qu'on va nous sortir, on le centre très majoritairement sur les adultes, enfin, pour ne pas laisser à l'abandon, et surtout laisser leur famille au bout du rouleau à l'abandon, ce qui est largement aussi grave que de ne pas s'occuper des adultes autistes et de leurs besoins. Merci, et puis à tout à l'heure pour les adultes.